sur l'île paradisiaque. D'après ses papiers, son nom est Steve Trevor. Et il est attaché au service secret de l'armée de l'air des États-Unis. Ça devait bien arriver un jour. Mais l'île paradisiaque est secrète, Votre Majesté. Cet homme est inconscient. Ses yeux sont bandés. Et même s'il se réveillait à présent, il ne pourrait pas savoir où il est. Cette île a toujours été une cachette parfaite pour nous. Cela fait 1000 ans que personne n'a pu la découvrir. Pourquoi maintenant? Maman! Oh, à votre Altesse. Docteur? Où as-tu trouvé cet homme, ma fille? Sur la plage, près de la grotte. Est-ce qu'il va s'en sortir? Oui, lui arrivera. Mais nous, est-ce que nous pourrons nous en sortir? Nous? Pourquoi nous? Dès qu'il retournera dans sa civilisation, le monde connaîtra notre existence et celle de notre île. Alors qu'est-ce que nous allons devenir? Mais je suis sûre qu'on peut faire confiance à certains hommes. Tu es bien trop jeune pour te rappeler comment, nous les femmes, nous étions des esclaves à Rome et en Grèce. Je me suis promis que cela ne recommencerait jamais. Nous avons découvert cette île inconnue où nous pouvons vivre en harmonie, en paix, entre femmes. Vous partez. Oui, Votre Majesté. Aujourd'hui, nous pouvons tout perdre. Fais-moi savoir dès qu'il y aura un changement dans son état. Oh, mais cet homme-là... Il n'y a pas à discuter. Oh, maman, comment peux-tu dire une chose pareille? J'ai appelé cette île l'île paradisiaque pour une excellente raison. C'est qu'il n'y a pas d'homme. Elle ne connaît pas leur guerre stupide, leur avidité, leur hostilité, leur comportement masculin barbare. Tant d'années sont passées depuis. Peut-être que les hommes maintenant sont différents. Peut-être que maintenant ils ne veulent plus que la paix comme nous. Nous allons le savoir bientôt. Je pense lui servir d'infirmière. Non, tu es la princesse. On t'a élevée pour commander, pas pour t'occuper d'un homme blessé. Mais si je te le demande comme une faveur spéciale. Non. Oh, s'il te plaît, maman. Non. C'est juste pour quelques jours. Non. Et c'est pour faire une étude scientifique. Très bien, dans ce cas, va observer un spécimen mâle. Mais ne... Va, ma fille. Elle ne craint rien ni personne. Elle fonce comme un homme. C'est la justicière, interplanétaire. Elle jaillit comme un éclair. Elle vit déjà en 3000 et rien ne lui est impossible. Avec son lasso, elle vole plus haut et plus vite qu'un oiseau. Avec ses bracelets par balles, elle va détourner le mal et s'en faire une arme comme un boomerang. Tel esprit qui croyait prendre. Then put your little hand in mine. There ain't no hill or mountain we can't climb. Babe, I got you, babe. I got you.
Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Canu 102.2. On m'entend pas. On t'entendait pas, effectivement, c'était sur le jaune, alors je t'ai mis sur le orange, mon peu Nico, reprend. Sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Pour les congrès de futurologie, émission de science-fiction présentée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques, super festival qui aura peut-être lieu un jour. Peut-être, ou pas. Ah ouais, tu crois? J'en sais rien. Rien n'est moins sûr. On est confiné la semaine prochaine, donc déjà ça. Mais puis, non. Normalement, on est censé être du 15 au 20 avril, mais on sera certainement pas là. Le président, il a rien dit. C'est vrai, il a rien dit. Ouais, il attend son heure, comme toujours, notre ami président. Et du coup. Notre ami, t'as dit? Ouais, oui, c'est. Je ne relèverai pas. Attends, il est pire, arrête. On est là pour quoi? Oui, on est que tous les deux déjà. Oui, c'est vrai. Donc avec Nicolas Sébastien Landais, programmateur cinéma du festival, mais pas que dans la vie, parce qu'il a aussi une super une super chaîne Twitch. On a du temps à passer là, du oui, coup on va voir si on va tenir une heure. Étaler la confiture, c'est ça? Exactement. Alors Nico, t'es né donc à La Roche-sur-Yon, le savais-tu? Nana, oui, tiens, on peut faire un peu de pub rapidement, même c'est pas déconnant, avec Putain de carrière. Ouais. Putain de Vas-y. carrière, écoute, c'est une petite émission sur Twitch faite de manière hebdomadaire où j'invite une personne liée au cinéma, un réalisateur, un acteur, directeur de la photographie ou que sais-je encore. J'ai prévu un de ces jours un compositeur. Cool ça. Et du coup, voilà, c'est une petite émission qu'on fait avec ton aide précieuse à la technique, du coup. Et voilà, le prochain c'est Richard Samel. Rien que ça. Du coup, qui joue dans Inglourious Basterds, il fait le méchant dans Taxi, il fait le méchant dans le premier OSS 117, il fait beaucoup de nazis. Ok, donc ça sera l'occasion de parler de... Je vais pas dire nos amis les nazis, parce que on va arrêter de dire des conneries sur Radio Canu. Oui, entre ça et notre ami Macron. Et on les déteste tous. Du coup, ouais, donc super, donc sur Twitch. Oui, qui se passe sur Twitch. Du coup, la chaîne s'appelle Topor pas mort, comme ça se prononce, TOPOR. Et voilà, c'est bien. Ouais, on y est carrément. bien. Donc, écoute, t'as eu du beau monde même, hein. Ça fera combien? Ça fera la 15e, un truc comme ça, à peu près, non? Plus, ouais. je crois. J'ai Ça du mal à fait au compter. moins peut-être la 20e. Je crois qu'on a. Ah ouais, on en est arrivé là. Et du coup, on a eu le réalisateur du Roi Lion, le réalisateur de Kirikou. On a eu l'actrice dans... Je dis pas les noms. On a eu Karen Allen, l'actrice dans Indiana Jones. Et voilà, Jean-Claude Dreyfus. Plein de personnalités en tout genre. Marc Fraisse, le dernier. Il y a eu Jean-Marc Barr, ça a été fait? Oui, Oui, Jean-Marc Barr, je commence à oublier, tu sais, au bout d'un moment, t'en fais tellement que tu fais, ah oui, Jean-Marc Barr, tu m'en avais parlé, je fais, oh, Jean-Marc Barr, et puis, mais c'était en tout début de saison, ça. Et oui, on l'a fait, Jean-Marc Barr. Ah oui, on a fait Jean-Marc Barr, c'était cool. Jean-Marc Barr, connu pour son rôle dans Le Grand Bleu, mais pas que, aussi dans les films de Lars von Trier, notamment. Moi, et beaucoup de théâtre aussi, de ce qu'il racontait, hein, c'était très intéressant. Tous, pas mal de théâtre. Oui, oui, forcément, généralement, mais c'est moins lent qu'on les voit, forcément, c'est moins Star System, on va dire, par rapport au cinéma. Ouais, c'est clair. Et les prochains, ouais, t'as Richard Samel, il y aura il y aura Brigitte Fossé, je t'avais dit. Il y aura du coup le compositeur, c'est, si on arrive à le faire dans l'année, mais ça devrait se faire, c'est Gabriel Yared, pour ceux qui connaissent. Et puis on a plein d'autres gens à venir. On aura un réalisateur japonais bientôt. Ok, donc tout ça à suivre. Il y a une page Facebook aussi, Putain de carrière, facile à se rappeler comme nom. Et je pense, mais de toute façon, tu tapes sous Twitch, Putain de carrière, tu trouves la chaîne immédiatement, de toute façon, tout simplement, quoi. Je savais même pas. Ouais, si, il y a un petit moteur de recherche comme d'hab, ça se trouve facilement. Et puis c'est sur Spotify, réécoutable. Oui. Et un peu plus cleané. Enfin, des fois j'enlève. Toi, on a eu fait Michel Oslo, le réalisateur de Kirikou, j'ai enlevé plein de petits bouts. Ouais. Il voulait pas la fin, etc. Donc bref, on a cleané ça. Donc voilà, c'est écoutable en podcast. Voilà, donc Nicolas Sébastien Landais, un animateur aux multiples facettes. Oui, on va dire, comme toi. Oui, oui. Hein, parce que, pouvons-nous parler des intergalactiques 2 secondes? Est-ce que les gens qui nous écoutent sont pas forcément lyonnais Ouais, rapidement, écoute, c'est vrai on n'a jamais trop fait notre promo, mais on va se donner un petit peu le temps. Enfin, rapidement, on va pas passer 2 heures sur les Intergalactique, festival né en 2012 à Lyon, qui traite de la science-fiction, avec maintenant qui est ultra pluridisciplinaire, qui tournait beaucoup autour du cinéma au départ, puis cinéma-littérature très rapidement, puis cinéma-littérature. On a
a aussi une brocante, on a plein de trucs. Table ronde, table ronde, projection, concours de court-métrage, compétition. Il y a tout le off dans toute la ville qui dure un mois, qui est plutôt un gros truc. Et une scène musicale qu'on voulait faire naître donc en avril 2020 et qui est donc tombée à l'eau. Qui est un peu né sur l'édition de 2019 aussi. Un peu. Ouais, grâce à Damasio, donc qui était venu slammer avec... j'ai oublié son nom. Ouais, je connaissais pas ce nom. J'ai découvert. Connu. Ouais, il paraît, mais j'ai découvert. Bon, bref. Et oui, donc on va faire une petite scène musicale. Du coup, on voudrait bien le faire en avril, mais du coup, on le fera pas en avril parce que moi, c'est mort. Avril événementiel, on peut faire une croix dessus. Déjà, si début juillet, il y a des trucs qui peuvent se faire un peu sympathiques et Covid-proof, enfin, ça sera déjà cool. Donc, on espère de repousser ça en début septembre. En tout cas, on veut une édition en 2021. Ouais. Dans l'idée. Oui. Qu'on en finisse avec oui, ce c'est thème, clair. Ouais, etc. On avait un thème qu'on traîne depuis 2 ans bientôt, donc ça fera du bien de s'en débarrasser. Enfin, surtout qu'on a fait une super prog, table ronde et invité. Enfin, c'est prêt, quoi. Enfin, c'est prêt en fait. Et du coup, c'est un beau thème qui est l'altérité. Et on peut le dire. Oui, il n'y a pas de secret de toute façon. Et on attend que ça de montrer tout ce qu'il y a autour, tout ce qui a été fait. On va se faire plaisir. Et donc, Nico, vu que tu es l'invité d'aujourd'hui, tu as donc choisi le film Wonder Woman 1984. Mais je ne l'ai pas du tout choisi. Et tu sais quoi, j'aurais pas regardé sinon, dans le sens où j'étais un peu dans le côté boycott HBO Max. Qu'ils le sortent comme ça, donc je voulais au moins attendre qu'il arrive. Eh ben tiens, ça fait une super intro, ça, vu qu'on a absolument pas préparé notre émission, qu'on a notre. Mais faut pas dire. Faut pas le dire. Mais si, non, mais c'est cool. Enfin, ça va sentir de toute façon qu'on est à la cool. Puis ça fait du bien. Hein. Puis on est des invités, on fait un peu les choses bien, on est un peu calé, etc. Donc là, c'est l'émission à la cool pré-confinement. Donc oui, HBO Max, Warner, HBO Max, qui donc avait annoncé en décembre. Ouais, c'est ça. Et maintenant ils vont sortir pas mal de choses sur HBO Max. Ils pensent même à sortir Dune, je crois. Oui, ils ont tout leur catalogue, tout ce qui pouvait sortir. Ils vont sortir tous leurs gros trucs. Ils essaient de le sortir à la fois en salle, ce qui est un peu mort actuellement, mais si elles étaient ouvertes, ils auraient tenté, et à la fois en streaming sur leur plateforme de VOD, quoi. Est-ce qu'ils sont pas un peu en train d'enterrer les salles petit à petit? Est-ce que le Covid, tout ça, est réellement un danger pour les salles? Tu y crois ou pas à ça? On travaille, nous, Nico, toi, moi, avec des salles régulièrement, puisqu'on organise des projections, des soirées, débats, séances. Enfin, on fait plein de trucs depuis des années, l'un comme l'autre, de notre côté ou ensemble. Du coup, tu vois, on avait la semaine dernière, on avait Clara du Zola. Qui on en a forcément repapoté, etc. Le cinéma Le Zola à Villeurbanne, salle de cinéma d'art et essai indépendant qui nous tient à cœur parce que l'équipe est juste fantastique. On travaille très régulièrement avec eux parce que forcément on a des âtres crochus humainement, on s'entend super bien et on a envie de faire plein de choses ensemble. J'ai pas l'impression qu'ils sont en mode le cinéma va mourir. Mais je pense qu'ils sont en mode on est crevés là. Enfin, c'est ultra frustrant. Autant pour nous, mais on fait ça bénévolement, tu vois. Donc on organise des festivals bénévolement, on fait ça parce que ça nous fait kiffer. C'est un hobby, quoi. Un hobby pris très au sérieux. Ouais, c'est ça. Un hobby qui prend toute notre vie, mais c'est un hobby. C'est un hobby, mais on bosse avec des gens dont c'est le métier. Et ça, c'est toujours intéressant dans la manière d'appréhender. Donc on fait ça extrêmement sérieusement. Le plus sérieux qu'on peut avec nos compétences. Mais voilà, les compétences, ça finit par rentrer à force de le faire, forcément. Aussi, faut que j'aille te dire forcément. Et voilà, Olivier le directeur, Clara, ils sont encore dedans, mais ils fatiguent, quoi. On sent qu'ils peuvent plus exercer leur métier. Ils sont toujours dans l'anticipation de devoir faire des trucs plus tard. Ils anticipent des trucs comme nous on avait fait d'ailleurs pour le 9 janvier. On voulait remettre notre journée du cinéma bis. On l'avait annulé pile poil au confinement. On fait on peut se lancer en janvier. Bam, on la réannule. Ouais. On sait qu'on la fera un jour. On se les redit. Avec Clara, du coup, c'est creux. Enfin voilà, je veux dire aussi, faut que j'arrête de me répéter tout le temps des mêmes mots. Non, mais ouais, c'est assez fatigant pour eux et il y a, en tout cas, ils sont toujours combatifs. Ils ont toujours envie de faire des choses, proposer des choses à la réouverture. Donc dans l'anticipation, comme tu dis, mais c'est vrai que déjà c'est ça depuis 1 an. Ouais. Et si ça continue encore une autre année, je sais pas dans quel état on va les retrouver. C'est compliqué. Ouais, on va beaucoup de gens de toute façon.
Oui, bon, on sait forcément, tout le monde avance sa vue, et puis c'est la fatigue personnelle et l'énergie personnelle qui est mise à la fois dans l'énergie personnelle et l'énergie professionnelle qui est mise dans son métier. Du coup, ça varie selon plein de facteurs. En ce moment, il fait gris, il fait pas beau, on sait pas où on va. On a un nouveau variant du Covid qui retombe sur le nez. Ça redistribue déjà, on redistribue déjà tous les 2 mois ce qui allait se passer. Ouais, c'est ne serait-ce qu'en tant qu'être humain très basique, enfin, on fatigue. De toute façon, on voit bien que là, tout le monde est naze. Et culturellement, je sais pas, enfin, tout le monde le vit chacun un peu à sa manière. C'est usant pour tout le monde. Ouais, après, nous, on est, comme je le répète, on est bénévole dans tout ça, du coup, je pense qu'on le prend un peu plus pas à la cool, parce que ça nous fait aussi chier que tout le monde, quoi, mais, je pense que les gens qui travaillent là-dessus professionnellement, ouais, ils ont leur paye, certes, ils peuvent manger, ils peuvent vivre, mais bon, enfin, t'es plus animé par grand chose, quoi. Tu peux plus sortir boire des verres, au moins pour te détendre avec des potes et dire des conneries. Enfin, on est coincé. Enfin, là, j'enfonce des portes ouvertes. On sait bien tous dans quel état de vie on est actuellement, quoi. Et du coup, la question c'est, est-ce que cette tactique des maisons, enfin des gros distributeurs et des producteurs de sortir les films en VOD, est-ce que c'est dangereux pour les salles au final? Elles l'ont mal pris, c'est normal. Hein. Ouais. Moi, en tout cas, je vois ça. Ça accélère en tout cas de quelque chose qui se faisait petit à petit. Mm-hmm. Ça l'a accéléré très largement, ce phénomène-là. Par contre, ouais, ça devient vraiment dangereux, effectivement. Toi, ne pas sortir d'une au cinéma, déjà, ce serait vraiment dommage. Ouais. Bah si, ils veulent le sortir au cinéma, mais ils veulent le sortir en même temps en VOD. Ils ont jamais dit qu'ils sortaient pas les films au cinéma. Ils ont dit on veut sortir simultanément sur HBO Max. C'est l'étape 1 pour moi. Ouais, je pense que la pré-étape, la proto-étape de tout ça, ça a été quand Netflix est arrivé à Cannes. Et ça avait fait un vieux scandale de ouf. Avec Okja, c'est ça. Et moi, je me suis jamais trop placé sur qu'est-ce que j'en pense pas. Je me disais, ouais, j'ai pas l'impression que ça va faire beaucoup de mal au cinéma, cette histoire. Mais je pense qu'aussi, c'est juste en prévision de ce qui pourrait arriver de pire, en fait, qu'il y a eu une levée de bouclier. Et effectivement, je pense, en tout cas, pour moi, le cinéma reste une expérience très différente de regarder un film dans son salon. Il y a sûrement une petite partie du public qui sera perdu dans tout ça, enfin qui va se tourner vraiment que vers les VOD. Mais je touche du bois en tout cas que y a des gens qui restent fidèles un peu à venir voir des films sur grand écran parce qu'on le vit quand même d'une manière un peu plus forte. Est-ce que, alors je fais une supposition, mais est-ce que à l'instar des librairies, quand on va se rouvrir et que peut-être va y avoir cette concurrence complètement déloyale, on parle de gros studios qui ont plein de pognon et voilà, bref, les cinémas indépendants, ils font comme ils peuvent et puis ils ont de la subvention pour survivre à leurs frais forcément. Est-ce que à cet instar, voilà, les librairies n'ont jamais été aussi remplies que depuis là le Covid. Pourquoi ? Parce qu'en gros, Amazon est là. Et Amazon, la plupart des gens aiment pas. Enfin, les gens qui veulent soutenir une certaine politique culturelle. Et donc, il y a eu un gros effet anti-Amazon. Genre, on a invité tout le monde vraiment. C'était sur tous les débats, sur tous les plateaux, sur tous les réseaux sociaux. N'achetez pas vos bouquins de Noël sur Amazon. Allez dans votre librairie de quartier. Faut qu'elle survive. Là, elle en a chié. Le Covid, ça lui a mis 2 mois en avril-mai dernier, mars-avril-mai. C'est super dur pour eux, et si les librairies indépendantes coulent, ça va faire vraiment mal. Et ça a trop bien marché. Voilà, on est proche aussi, vu qu'on a un salon du livre de pas mal de libraires, et se sont fait défoncer, quoi. Ils ont fait des chiffres, mais c'est très bien. Enfin, ils sont fatigués, ils ont déjà le mois de décembre pour eux. Aussi. Ouais, il y a le côté rattrapage. Oui, ça, je pense financièrement, ils sont contents. Après, il y a la fatigue humaine, tu vois. Enfin, c'est, bien sûr, c'est cool qu'ils bossent, c'est tant mieux que les gens beaucoup de gens disent, ok, je vais aller à une librairie, je vais utiliser une plateforme comme chez mon libraire qui permet de dire où est mon bouquin, tu t'organises, tu le réserves, t'y vas, ça prend 2 secondes et c'est super. Mais il y avait aussi une grosse fatigue. Déjà, ils sont crevés en décembre, les libraires. C'est vraiment leur mois où ils finissent sur les rotules le 24 au soir. Ils doivent manger avec 2-3, en famille. Mais ils sont fatigués et c'est normal. Là, c'était un raz-de-marée. Plus l'effet Covid, c'est-à-dire que dès que quelqu'un rentre dans une librairie, pensez bien, il faut faire gaffe qu'ils aient un masque. Ensuite, tout le monde doit se laver. Enfin, normal, mais tout ça, c'est normal. Rappeler le gilet hydroalcoolique, les gens qui sont chiants, qui font oui, non, mais je me suis lavé il y a une demi-heure devant le métro. Imagine-nous en collège. Ce que je raconte, c'est une vraie anecdote. Donc, ouais, ils sont crevés aussi, les pauvres. C'est cool qu'ils bossent, c'est cool qu'ils survivent. C'est cool cet effet anti-Amazon.
mais il y a, voilà, c'est juste aussi pour rappeler le phénomène des employés aussi librairies qui sont pas aussi parfois juste patrons de librairie, etc. Et qui doivent qui doivent subir toute cette fatigue physique et mentale, parce que c'est crevant d'être libraire, hein, tu portes des cartons tout le temps. Beaucoup de cartons. Et nous, on va faire en sorte que, en tout cas avec les festivals, on va essayer de ramener du public à notre manière quand il y aura de nouveau des salles aussi, et proposer des films qu'ils pourront pas voir justement sur internet. Les gens, c'est aussi ça qui est intéressant. On leur proposera des séances. Sachant aussi que l'industrie du cinéma avant le Covid c'était jamais autant mieux porté de toute son existence. Hein. Enfin, je veux dire, les cinémas avaient jamais été aussi remplis, les chiffres d'affaires des films étaient faramineux. Ça tape du milliard dans tous les sens à coup de après de trucs pas ouf, hein, des Star Wars et compagnie. Mais ça, voilà, avant le Covid, le cinéma se portait extrêmement bien. Hein, c'est super. Ouais, et puis pour moi il y a un truc qui vient en compte aussi, c'est que beaucoup de cinémas sont pleins du téléchargement illégal, etc. à une époque. Tu vois, surtout il y a 10 ans de ça, c'était un gros truc contre lequel ils luttaient, les distributeurs. Tout en sachant qu'il faut bien regarder ça, c'est que les cinémas, avec l'arrivée du numérique, ont extrêmement réduit leurs coûts aussi. Oui. Et aussi, ils ont viré pas mal de gens. C'est-à-dire que maintenant, il y a une personne pour gérer toutes les diffusions. Tout à fait. Et surtout dans les gros cinémas, là où maintenant même, ils essayent de commencer et je sais pas si ça a commencé ça, mais de pouvoir tout lancer de Paris. Carrément. Ah ouais, je savais pas ça. Okay, donc, je m'étais arrêté de lancer de l'accueil en fait. Tu vends les billets, après ils lancent le film il y a aussi en plus des bornes maintenant, donc ils ont vraiment réduit leurs coûts. Il y a plus le coût de transport des copies. Donc voilà, il y a un gros foutage de gueule à une certaine époque, il y a 10 ans, où ils disaient oui, le téléchargement est égal, ça tue nos cinémas, etc. Oui, alors surtout pour les plus petits cinémas à réessai, ok. Mais à un moment donné, il faut pas se foutre de notre gueule. Vous avez vraiment réduit votre coût, à mon avis, de ce que j'ai vu. Les ressources humaines, c'est ce qui coûte le plus cher, forcément. Mais ce qui est chiant, c'est que plein d'emplois ont disparu. Forcément, nos amis en cabine qui savaient lancer du 35 mm, au revoir métier, quoi, qui a disparu en 2-3 ans. De plus en plus. Il a complètement disparu. Et effectivement, les projectionnistes qui sont restés, il y avait aussi côté, maintenant, vu que t'as du temps, tu peux faire la caisse, même limite balayer dans les très petits trucs. Enfin, tu fais vraiment le type, il s'occupe de tout de A à Z, quoi. Et il y a toute une disparition d'un pan d'emploi dans le cinéma qui est bien triste. Et ça a fait que à un moment il y avait ce discours de faut pas télécharger, etc. Et je trouve que c'était un peu hypocrite aussi, dans le sens où on s'est rendu compte dans ces années-là que le cinéma avait jamais aussi bien marché. Donc les gens allaient beaucoup au cinéma quand même. Ça a continué, tu vois, et comme tu disais, effectivement, ces dernières années aussi, le cinéma, ça marchait très bien. Les gens y vont, et pourtant le coût du billet, malgré tout ce qu'on a dit, toutes les dépenses en moins pour eux, il a vraiment augmenté. Je trouve que, bref, le cinéma était pas dans une impasse. Il se portait pas trop mal, à mon avis, en soi, même si, encore une fois, pour pas mal de petites salles d'arrêt d'essai, c'est toujours plus difficile de ramener du monde. On le sait bien, nous deux. Oui, bien sûr. On a connu ces séances où c'est des fois très dur de ramener des gens. On bosse dessus pendant quelques semaines, et puis voilà, il y a 30 personnes, forcément, ça fait mal. Mais oui, de toute façon, il faut bien faire, je pense, la différence entre les grosses boîtes et les petites boîtes, hein, comme toujours, et qui s'en occupent, et avec quelle passion, quoi. Pour reprendre le bel exemple du Zola, ils ont 3 festivals et pas des moindres: le festival du film court de Villeurbanne, les reflets ibériques et latino-américains, et Ciné-O'Clock. Voilà, qui portent, il pourrait rester une salle qui fait ses séances un peu à la cool, etc. Mais il porte, et c'est l'équipe qui porte, l'équipe dans l'équipe, qui porte ces programmations-là, et qui sont extrêmement passionnés. Puis voilà, ils nous accueillent très simple, avec plein de sympathie, avec nos petits projets un peu what the fuck des fois, etc. Ils sont ultra ouverts, et ils ont une vraie, je dis pas qu'il y a des gens qui bossent dans les UGC et compagnie sont pas passionnés de cinéma, ça serait vache. Et ça serait pas vrai. Mais ces gens-là, oui, il y a ça, on peut en témoigner que ce sont des vrais amoureux, quoi. Et puis ils essayent de rendre, notamment la nouvelle équipe, essaye de créer des séances qui soient pas juste aller au cinéma, voir un film. Ils essayent vraiment d'accompagner ça avec un plus. Ils ont compris aussi que c'est quelque chose que les gens peuvent apprécier, donc que ça soit un court-métrage avant, une animation proposée, un débat, etc. En tout cas, ils ont pas mal cette politique de
t'amener quelque chose en plus avec la séance et c'est très bien aussi. Voilà. Donc moi je pense qu'on peut pas trop prédire cette vidéo VOD, HBO Max, mais il y avait aussi Disney qui avait fait mal avec Bien Mulan, qui enfin ils l'avaient bien énervé, puis c'était le bien Pixar. gavé les ouais. Là, ils se sont bien gavés. Déjà t'as un abonnement sur leur plateforme de streaming. Et ensuite, il fallait payer 30 balles de plus pour mater le film. Pas en France après. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais, Ah bah, ils vont pas j'ai loupé cette partie-là. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, j'ai vu, je suis abonné à Disney+. Ah merde. Non, et pas que. Attends, je suis abonné à pas mal de choses. Il n'y a pas Pour le Cobra Kai pourtant dessus. Je suis abonné aussi à Netflix, mais toi, Netflix, ouais, bref, ça me dérangerait pas d'être plus abonné. Mais surtout, on parle de ça, il y a plein d'autres sites très très intéressants. Oui. Je nommerais Hotbuster, qui est vraiment bien. Shadows, mais tout le monde fait leur pub. Voilà. Ah oui. Je sais pas. Bah écoute, non, Je sais mais pas pourquoi ça franchement, m'énerve que tout le monde fasse leur pub. Non, mais Ils il sont faut, très bien. ça reste un petit truc, quoi. Enfin. Ouais, ils sont très bien, mais personne ne parle jamais de Hotbuster. Oui, moi je connais pas. Et ils ont une super belle programmation, vraiment. Très belle programmation. Mais Shadows, évidemment, qui est arrivé très fort, qui a beaucoup misé dans leur communication et ils le font très bien, je pense. Ils sont fait vraiment connaître assez rapidement. En tout cas, il y a beaucoup de gens, de sites comme ça qui proposent des choses et c'est pas pour ceux qui aiment bien le divertissement, qui veulent pas forcément du film d'auteur, parce qu'il y a des très belles plateformes aussi films d'auteur, comme la Cinétech, etc. C'est vraiment des films tout aussi divertissants que sur Netflix et voire des bien meilleurs films des fois. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker tous ces trucs. Voilà, c'est vraiment l'émission comptoir Julien et Nicolas. Non mais ouais, je sais pas moi. En tout cas, je suis fan de ces démarches parce que souvent ils proposent des films aussi qui ont pas eu un passage au cinéma. Ils proposent pas mal de films qui ont eu des sorties en festival, comme Les Intergalactiques par exemple, et qui ne sont pas sortis dans les salles. Et ça peut être des très très bons films. Sauf que voilà, tous les films ne peuvent pas être distribués dans les cinémas en France, évidemment. Et donc, il y en a plein qui sont laissés de côté. Et souvent, c'est ces sites-là aussi qui vont proposer ces films-là et la possibilité de les voir. On va arriver à Wonder Woman. Hein. Je pense que les gens se rendent pas compte forcément, mais ils font des parenthèses ou des couloirs dans le sens, mais pas du tout.
Du coup, avant ça, on a eu Tenet cet été. Ouais. Donc Warner, toujours, hein, on est toujours sur ceux qui ont produit Wonder Woman 1984. Tenet sorti en salle, considéré comme un bide. Ah bon? Ouais, il est partout. Moi, je disais mais non, enfin toutes les salles étaient blindées. Bah oui, c'est ça. Même quand je suis allé le voir, c'était rempli quoi. Enfin non, c'est considéré comme un échec commercial. Alors peut-être pas en France si. Peut-être en France il a bien marché, mais c'est Christopher Nolan n'est pas content parce que je sais pas les trucs qui lui ont fait un peu à l'envers, j'ai oublié les détails. Donc je pense a priori il va quitter Warner d'ailleurs, c'est un peu son objectif, soit. Mais ouais, Tenet a été considéré comme un foirage sorti de salle, enfin pour eux un échec commercial. Alors je crois qu'il est rentré dans ses frais de ouf, il y a pas de souci, mais j'ai l'impression que si t'atteins pas le milliard aujourd'hui maintenant tu fais ouais dollar, tu fais ouais là, non, on s'est planté, etc. Enfin bref. Ouais, moi je l'ai pas vu Tenet encore. Ah oui. Ouais. Ok. Je suis pas grand fan de Nolan, alors j'aime beaucoup en soi. C'est cool, mais voilà, c'est tout en général. Tenet, je l'ai vu à sa sortie, je l'ai revu dernièrement chez moi. Si je peux dire un petit mot sur ce film, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé Tenet. Comme j'aime beaucoup quand ces histoires de voyage dans le temps un peu qui te font pisser du nez tellement tu dois réfléchir pour tout comprendre. Ouais, c'est un peu, ça fait, on va dire. Nolan, pour moi, c'est le mec qui va essayer de rendre ça compliqué alors que c'est tout con. Mais je l'ai pas vu, donc je dis ça. J'ai vu le schéma qui explique finalement le film à la fin. C'est ouais, non, c'est pas, je vois pas comment on peut faire ça simplement. Okay. Mais après, donc le souci que j'ai avec ce film, c'est que quand je le regarde en fait, genre son à fond, grand écran. Enfin, je regardais en projection chez moi. Il fait waouh, Cam, il est vachement bien. Il y a des scènes, fait putain, ça pète et compagnie. Bon, le sang était poussé un peu trop fort, ça, on est tous d'accord. Surtout en salle. Ça lui était reproché à l'époque du genre. Noël dit ouais, mettez le gars à fond et compagnie. Et c'est il y a toujours beaucoup de. C'est très 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 bruyant, des infrabasses et tout, un peu constamment. Enfin, t'as le sentiment que c'est constant. Et le truc c'est que en fait je le regarde, j'en sors, je fais ah quand même il est vachement bien ce film et compagnie. Mais genre le lendemain je m'en rappelle à moitié. Enfin ça fait de ces films que j'oublie très vite et quand 2 jours j'ai plus la même opinion 2 jours plus tard. Même aujourd'hui j'en pense pas aussi bien que j'ai pensé car il y avait le générique de fin quoi. C'est les Nolan. Non, je trouve que sur les Batman ça fait pas forcément ça. Ouais. Sur peut-être Memento, le Prestige. Ouais. Mais j'aime bien Nolan encore une fois, je le dis parce qu'on dirait que je déteste. Mais non. Mais par contre, ouais, ça reste pas trop, je trouve. Il y a un truc qui fait que ça reste pas trop. Ça peut être impressionnant sur le moment, mais ça reste pas forcément derrière. Ok. Bon. Donc en tout cas, on a eu Tenet et donc les salles devaient ouvrir le 15 décembre. Elles ont absolument pas rouvert le 15 décembre. Et donc ils ont sorti Wonder Woman 1984, film très attendu, qui rappelait un peu dans son délire la même chose que Thor, qu'ils avaient fait Thor Ragnarok, qui s'inspirait beaucoup de l'esthétique des années 80. Là, forcément, cette bonne vieille nostalgie des années 80, on l'a en plein nez dans ce film. Et c'est réalisé par Patty Jenkins. Ah oui, c'est celle qui a fait le premier aussi. Ouais, le premier qui avait réalisé Monsters, qui avec Charlize Theron, qui est en vraiment qu'ils ont rendu moins glam, on va dire, dans le film, dans Monsters. Et voilà, elle avait rien réalisé depuis genre 12-13 ans. Okay. Et on lui confie on lui confie ça. Et on lui confie Wonder Woman, le premier. Ouais. Et il a bien marché. Ouais, oui, non, c'était une surprise. Enfin, parce qu'en gros, la Warner se cassait la gueule avec son DC Universe. Enfin, c'est Justice League, Batman versus Superman, etc. Tout le monde, il y a encore pire. L'incroyablement nul Suicide Squad. Ah oui. Ah, quelle horreur. Putain. Alors que le prochain, réalisé par James Gunn, avec des méchants nuls, j'ai vraiment beaucoup plus envie de le voir. Oui, je peux rester plus curieux, mais le Suicide Squad, enfin, c'était une monstruosité. Et le seul film qui a fonctionné de leur univers de super-héros, ça a été le premier Wonder Woman, qui a bien marché commercialement et point de vue critique. Aquaman aussi avait pas trop. Oui, Aquaman aussi, c'est vrai. Mais oui, t'as raison. Mais c'était un peu après. Ouais. Un peu après, ouais. Oui, c'était la première bonne surprise du DC Universe où ils disaient enfin on a un film qui marche parce que là tout ce qui se passe c'est un peu clair. Et à raison d'ailleurs, c'est pas ouf. Enfin, je veux dire, Man of Steel reste vaguement sympathique. Ça reste un film moyen. Franchement, j'ai pas pris de déplaisir, mais je m'en fous quoi en fait. Ouais, pas de déplaisir non plus. Batman vs Superman, il y a quelques moments assez cool noyés dans des trucs. Ouais, oui, j'ai regardé, je crois après coup. Ouais, franchement, elle est vraiment mieux et puis parce que dans la version, cinéma, on comprend pas pourquoi.
ils se montent autant l'un contre l'autre si facilement, alors que c'est vraiment mieux développé dans la version longue. Et je trouve que le film fonctionne beaucoup mieux comme ça. Et j'aime bien le twist de Martha parce que je m'étais toujours fait cette réflexion plus jeune. Et donc là, il l'utilise, donc j'étais oui. Ouais, c'est malin. Ouais. Non, le souci pour moi de Batman versus Superman, en gros, c'est que, il aurait pu prendre le comics qui est génial, ce qui est Batman Returns de mémoire. Que j'ai lu, c'est un de mes préférés. Dark Knight, merci. Returns. Dark Knight Returns. Oui, sinon c'est celui du coup de ce bon gros vieux facho. Oui, alors là, oui. Mais il avait un côté un peu crépuscule d'un héros, etc. Quelques bonnes idées. Et effectivement, oui, complètement facho. Enfin, parce que je soutiens du tout. Parce que les super héros sont fascisants de nature. Non, oui, c'était intéressant. Dans cette BD, ça marche bien en plus. Et et ils auraient pu prendre ça, en gros, et faire un film. Mais là, il a mélangé 3 autres histoires. Et ça fatigue, ça fatigue vraiment la tête, en rajoutant Lex Luthor et en rajoutant Doomsday à la fin. Enfin, c'était trop en fait. C'est marrant, ils ont vraiment voulu bourrer ce film de plein de trucs, alors qu'ils avaient pris le temps d'adapter Dark Knight Returns et peut-être rajouter un petit truc Wonder Woman au milieu pour faire plaisir, tu vois. Enfin, à la rigueur, ça aurait pu être cool, mais là, il y avait trop de choses. Alors ils avaient un matériau de base, franchement, il allait faire comme Watchmen, ils s'en servaient comme storyboard et bisous quoi. Après, j'en attends pas 10 000 choses non plus de ces films-là, donc la version longue m'a satisfait pour ce que c'est. Vraiment. Je regarderai plus jamais parce que c'est pareil, c'est long. Et en parlant de longueur, du coup, Wonder Woman 1984, 2h30. Les films sont trop longs de nos jours. Les films sont complètement trop longs. Ça me saoule. Il y a une époque comme ça aussi, années 70. Ouais, mais je pense que je dis pas que c'était 2h30. Ouais, mais là, non, c'est... Enfin, avec un rythme plus long, en plus. Ils rajoutent toujours des espèces de péripéties ou d'histoires d'arcs scénaristiques pour rallonger, juste pour que t'en aies pour ton pognon. Tu vas avoir un film de 2h30. Et effectivement, t'es nourri, t'es gavé comme une oie, quoi. D'intrigues, de machins, de personnages. Et c'est trop long, c'est toujours trop long. Enfin, le pire, c'était Star Wars 8. Mais c'est trop long. Enfin, j'ai envie de me casser, en fait. Non. C'est le meilleur des... Oui, c'est le meilleur de cette postlogie horrible, mais c'est bas, quoi. Non, il est trop long, il est vraiment trop long. Moi, il m'a satisfait au cinéma à niveau longueur. Il y a des films où je me fais réflexion et d'autres pas, mais sur Star Wars 8, perso, ça allait. Sur Wonder Woman, c'est une autre histoire. Et tu vois, moi, j'étais content sur les Harry Potter. Pouvez y aller, les Seigneurs des Anneaux, les Harry Potter. Ouais, c'est des adaptations. Moi, aussi, qui me donne 2h30, 3h, 5h, j'étais content. Ouais, mais on a des réals derrière, puis on a des intentions artistiques un minimum développées, quoi. Enfin, même le Star Wars 8. Pour moi, la postlogie, chaque mois, chaque année, elle descend dans mon estime petit à petit. Enfin, je la déteste de plus en plus. Et la prélogie. La prélogie reste comme une espèce d'objet un peu zarbi qu'on attendait tous louper, mais qui a quelques bonnes idées au milieu. Et Papy George, il est quand même rigolo avec son petit jeu, en train de jouer avec ses jouets, de faire comme il peut, et un peu passer à côté. Il passe à côté de son sujet. Il a fait de son mieux. C'est touchant, je veux dire. C'est touchant. Je trouve ça touchant. Je la trouve touchante parce que franchement et parce que je pense que franchement, elle s'est tellement tapée dessus cette prélogie, mais partout dans tout. Enfin, genre, elle s'est pris tellement de branlés que tu dis on va plus trop la toucher, ça sert à rien. C'est vraiment c'est l'ambulance. Ouais, c'est ça, c'est tiré sur l'ambulance que ça sert plus à rien. Quoi. Ça a été fait 1000 fois et mieux d'ailleurs. Je n'aime pas le sable. Pardon, je cite la prélogie. Est-ce que t'avais aimé Wonder Woman 1 déjà? Alors, sur le moment oui, mais là j'ai voulu rechercher des extraits pour l'émission, donc j'ai re-regardé des bouts, et depuis la série The Boys est passée par là. Du coup, je regarde pas Wonder Woman de la même manière, et surtout ce qu'ils font passer dans le film. Et donc, il y a surtout cette scène que je trouvais réussie. Enfin, vraiment, on va dire que j'étais plus jeune il y a 2 ans. Que je trouvais réussie quand elle traverse No Man's Land, qui est un peu la scène que tout le monde dit réussie du film. Ouais. Là, je l'ai re-regardé en mode tiens, qu'est-ce qu'elle donne un peu prise à part, un extrait comme ça. Oh là là, c'est bois, c'est mielleux nul, enfin ça raconte rien, c'est juste elle fait non, faut pas laisser mourir ces gens, et d'un coup qui se fout sur un champ de bataille, enfin, et tout le monde fait ouais mais non, on y va quoi. Je sais pas, c'est un peu trop cette figure, tu vois, la figure fascisante du héros, on est en plein dedans en fait. C'est vraiment cette espèce de surhomme. Tu vois, en gros, t'as une armée d'êtres humains qui ont chie, enfin vraiment qui se prennent la tranchée plein la gueule. Ça dure des mois, des années, qui essaient juste de survivre et de peut-être on leur dit de faire ce qu'on leur dit de faire, quoi. Ce qui est pas cool, ce qui est vraiment. Et il y a une meuf qui arrive, qui a super pouvoir et qui fait bah maintenant je vais vous montrer l'exemple, voilà ce qu'il faut faire. Ouais, mais non. Sauf que toi t'es. Ouais, c'est ça. Enfin, t'as tes super pouvoirs absolument. Enfin.
Et là, ouais, on a une espèce de figure super-héroïque admirée et suivie parce que, en fait, alors on parle pas du côté du genre, mais une seule seconde, hein, ça pourrait être Superman, ça pourrait être n'importe quel super-héros avec super-pouvoir. Et c'est dans tous les films de super-héros. Mais c'est juste que alors là, j'étais pas dedans, je me marrais en regardant la scène, quoi. Je faisais, oh là là, non, enfin. Ok, ouais. Mais il y a 2 ans, quand je l'ai vu, pas au cinéma, j'ai regardé après, j'avais trouvé la scène cool. Sur le moment, j'avais trouvé cool. Il y avait un truc qui avait dérangé les gens et je pense que ça, c'est en lien avec le 2. C'est qu'on est quand même dans une esthétique très réaliste dans Wonder Woman 1, Ouais. qui est très dans la continuité de ce qu'ils avaient commencé à faire, le DC Universe. Et il y avait ce méchant qui est un dieu, qui est joué par le génial Daniel Day-Lewis. Je sais jamais comment dire son nom, mais vous m'avez compris. Le professeur Lupin dans Harry Potter. Et qui est totalement en décalage parce qu'il est très comics. Il est Ouais. très comics book. Ouais. Donc pour moi ça fait sens, toi, en tant que spectateur, ça fait sens, sauf que pour quelqu'un qui déjà lit jamais de comics books et qui sont en plus catapultés dans cet univers assez sombre et réaliste de ce film-là, ça fait un peu, ça crée un peu un décalage qui a pu être dérangeant, et j'ai entendu des critiques là-dessus, je me rappelle à l'époque. Même moi, ça m'avait fait un peu bizarre ce côté-là. Parce qu'il y avait surtout dérangé, mais moi, je sais pas pourquoi, mais tout le monde a tiqué dessus, moi y compris, donc je fais partie de la masse, c'est pas de souci. Sur sa moustache. Non, moi la moustache, non. Ah ouais. Je sais pas, mais il y a aucune raison, c'est une moustache, on s'en fout, tu vois, j'ai pas oublié. Aucune raison qu'une moustache me dérange. Mais je sais pas, un méchant qui cabotine avec une moustache, je sais pas, ça, je pense que ça faisait un peu trop, ça le faisait pas, quoi, surtout. Ah, bah, après, pour moi, c'est le style de l'époque aussi, toi, Oui, alors vraiment, au point de vue esthétique, etc., Première Guerre mondiale, enfin, oui, la moustache, c'était tough, quoi. Tout le monde portait sa petite moustache, bien taillée, ou pas. Et, ouais, je sais que j'ai lu ça un peu à droite à gauche, en disant, la moustache, ça fait bizarre, et moi aussi j'avais pensé ça, mais j'ai aucun argument, à part j'ai tiqué là-dessus, et ça me sortait un peu du film, je sais pas, elle doit faire d'ailleurs un truc qui me gêne, mais je n'ai pas déterminé, quoi. Après, ce qui était cool et ce qui a été apprécié, c'était justement tout le message féministe qui devait effectivement y avoir dedans. Oui. Qui me semblait important. Mais je vais pas aller trop loin sur ce sujet, j'ai peur de dire des conneries, en fait. Voilà. T'aurais pu inviter une femme. Complètement. Alors, qui a envie de parler de Wonder Woman, enfin, une féministe qui veut parler de Wonder Woman 1984, ça dure 5 minutes. C'est intéressant. Ben, regarde, déjà, rien que le fait que tu savais que, alors, c'est une vieille anecdote que j'ai en tête. Je me suis pas du tout renseigné sur Wonder Woman et tout. Mais je me souviens, si je dis pas de bêtises, le créateur de Wonder Woman, c'est également le créateur de la machine qui permet de savoir si on ment du lasso. De quoi? Non, de la vraie machine. Le détecteur de mensonges. Ouais, oui, j'ai la bande-annonce d'ailleurs. Ouais. J'ai My Wonder Woman de. Il y a eu un film sur ça? Oui. Ok. En 2018. Ok, je sais pas. Bon, on peut passer à la bande-annonce, ça nous vas-y. On pourra boire un petit peu d'eau et arrêter de parler avant qu'on dise des conneries. Je mets la bande-annonce de My Wonder Woman, Luke Evans, Rebecca Hall, 2018. Mon nom est Dr. William Moulton Marston. Et je suis le créateur de Wonder Woman. Wonder Woman est une lettre d'amour. Une personne est plus heureuse si elle est soumise à une autorité qu'elle affectionne. J'ai envie de l'étudier. Elle va te briser le cœur. Tu ne serais pas jalouse? Je suis ton épouse, pas ta geôlière. Je crois que vous avez envie d'une vie non conventionnelle. Peut-être que je la veux seulement parce que tu la veux. Est-ce que tu crois que c'est possible d'aimer 2 personnes en même temps? Qu'est-ce que la normalité? Ce que nous voulons ne pourra jamais s'accomplir. Le monde nous l'interdira. Le monde ne peut pas nous en empêcher. Est-ce que c'est ce que tu veux? Dans tous les numéros de Wonder Woman, des femmes sont fouettées, fessées, enchaînées, ligotées, bâillonnées. Ce comportement anormal dans les pages de votre comics, c'est de l'inconscience. Une femme ne pourra jamais recevoir sa liberté jusqu'à ce qu'elle l'acquiert par elle. Si tu tiens absolument à comprendre l'esprit d'une femme, commence avec ça. Tu es brillante. Elle a un cœur pur, drôle, intense
À vous deux, vous êtes la femme parfaite. Wonder Woman a une identité secrète. Pour quelle raison? Elle doit cacher sa vraie personnalité au monde des hommes. Que se passerait-il si l'identité secrète de Wonder Woman était révélée? Tout serait perdu. Je me demande si ce n'est pas plutôt vous qui avez une identité secrète. Voilà donc l'extrait de la bande-annonce de My Wonder Woman. Film sorti en 2018, ouais. Je suis tombé dessus par hasard dans mes recherches. Bah voilà, oui, effectivement, du coup, c'est le créateur de Wonder Woman et également le créateur du détecteur de mensonges. D'accord. Oui. Ce qui est dit dans l'extrait, je savais pas, mais c'était écrit dans le synopsis. Et ça fait bizarre hors contexte toute cette bande-annonce. À vous deux, vous formez la femme parfaite. Ok, très bien. Oui, c'est marrant, c'est un film que j'ai jamais entendu parler de près ou de loin. Mais apparemment, là, c'est cette étudiante qui rentre dans la vie de ce couple, qui est dont le mari est en train de développer je cite le synopsis, hein, et apparemment, ils vont plus ou moins tous les deux s'éprendre d'elle. Et voilà, il y a une histoire qui se passe à partir de ça, un triangle amoureux très, à voir. Pourquoi pas. Ok, si vous pouvez appeler au standard de Radio Canu si vous avez vu le film et que vous voulez en parler. Oui, ou commenter sur les réseaux. Parlons de la suite. Ouais, on peut parler donc de... Donc, qu'est-ce que tu as pensé de Wonder Woman 1984 ? Non, je te laisse le mot. Ne me fais pas. Pourquoi bon. Parce que je sais que tu meurs de ça, envie de savoir. Et... Oui, c'est vrai, j'ai envie. Ok, donc j'ai regardé ce film grâce au VPN albanien. Et donc je l'ai dit, je me faisais chier, enfin je sais pas, bref. Ouais, j'ai lancé ce truc par curiosité en fait. Et j'ai lancé ce film et il y a du bon, il y a du mauvais. Non, ça passe du correct au nanar. C'est-à-dire que ça passe, c'est-à-dire t'as plus ou moins un film de super-héros, on va dire correct, c'est-à-dire tu le regardes, tu t'en fous, ça passe. Et il y a vraiment des pics nanardesques qui m'ont fait hurler de rire, quoi. Et c'est arrivé notamment lors de cette scène au moment où il se retrouve dans le désert, elle croise le méchant du film joué par Pedro Pascal et elle se met à courir après, etc. Et puis il y a des plans, j'ai deviné que c'était un hommage à la vieille série Wonder Woman. Clairement, on la voit de face comme ça, de courir au ralenti, les cheveux au vent. Mais c'était horrible. Ensuite, j'ai trouvé, et je trouve que les scènes d'action comme ça sont mauvaises en soi. Enfin, les scènes d'action sont pas bonnes. À part un petit combat dans le Capitole, mais non, c'est peut-être pas là-bas que ça se passe. Les scènes d'action sont pas les mieux gérées. Ouais, mais elles sont carrément limite mauvaises, j'ai trouvé. C'est et il y a des plans, tu comprends pas ce qui se passe. Enfin, c'est pas que tu comprends pas visuellement, mais tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça. C'est comme Leia dans l'épisode 8, de Star Wars, où d'un coup elle se met à voler en mode Mary Poppins. Tu fais, mais quelqu'un a regardé le film avant de le sortir en salle. C'est pas, tu comprends pas. C'est nanar. Moi, j'éclate de rire. Sans aucune méchanceté, juste, je vois ça apparaît devant mes yeux, je me marre. T'es cynique, toi aussi. T'es beaucoup plus cynique que moi en regardant un film, j'ai remarqué. Ouais, je le deviens, je pense aussi. Ouais, je vois bien dans les films que tu commentes et tout, t'es toujours en mode. T'es facilement en dehors, on va dire. Et t'arrives facilement à t'en moquer, du coup. C'est vrai. Et puis j'ai programmé certainement trop nanar dans ma vie pour le genre a dépeint sur moi, malheureusement. Moi, le moment le plus nanardesque pour moi est le plus too much. Et c'est peut-être parce que je deviens aigri, tout comme toi. Oui, il vient de mon côté. C'est sur la fin, le papa et le fils. Oui, dans les champs. Ouais, alors le gamin qui sort des bois un peu nulle part. Exactement. Ça m'a sorti du film. Il était où ce gamin 3 minutes avant, il était dans les bois en train de errer. Attends, pour moi, il était à 2 lieux complètement séparés. Il se fait déposer en hélicoptère, puis du coup, sur le gamin qui sort des bois, papa, je sais pas, à rigueur, tu fais le gamin au téléphone en disant, je me suis caché dans le bois parce que j'avais peur, et il se retrouve, il dit, l'hélicoptère, pose-toi là, il suffit qu'il ait un téléphone à la main pour que tu cours le gamin aussi, pour que tu comprennes qu'ils étaient en contact, tu vois. Mais vraiment, il se pose au milieu d'une pelouse et le gamin fait, je pense il sort des bois. Le gamin sort des bois. Non, mais j'ai rigolé aussi. J'ai fait, qu'est-ce qui se passe? Puis c'est un peu mièvre et tout. Il court au ralenti pour se prendre dans les bras. Le truc qu'on a quand même beaucoup trop vu, ça. Et alors pourtant, la relation père-fils est très bien dans ce film-là et très bien utilisée. Et jusqu'à, là, pour moi, ils sont plantés à ce moment-là, quoi. Et de quoi ça parle là déjà? En gros, Wonder Woman vit dans les années 80, elle sauve les gens dans le super mall, dans le
qu'on appelle ça déjà. Dans les malls, dans les supermarchés. Enfin, ouais. Non, c'est pas un supermarché. Dans supermarché, attends, comme à Pardieu, c'est un centre commercial. Centre commercial, oui, c'est tellement compliqué. Enfin, il y a cette scène aussi un peu où tu vois tout le monde, elle sauve tout le monde un peu en mode coup de vent et tout le monde sauf sourit. qu'après se montre, c'est bon. Bref. Ça commence par ça. Non, comment oublier ça? Ça commence par 11 minutes de jeu des Amazones, où elle apprend une leçon très importante sur le mensonge. Il faut pas mentir parce que c'est pas bien. Il faut pas tricher. Ça dure 11 minutes et c'est pas très passionnant à regarder. Moi j'étais dedans. Ouais, non, mais je regardais, mais c'est 11 minutes quoi. Enfin, c'est long. Moi j'étais dedans, mais je me dis, elle a pas peur pour sa gamine. Hein. Ouais, non, mais quand même super forte, on le sent quoi. Ouais, enfin, quand même. Je veux bien, c'est la. Tu sais, il y a ce côté un peu. Tu es de sang royal, alors tu es plus forte que tout le monde, donc tu peux y aller. Quand t'as 8 ans, on va te catapulter avec des adultes de 20 ans. À lancer des flèches, à sauter par des falaises. Parce que toi, tu es de sang royal, donc tu es meilleur que nous. Non, bon. Donc, un film royaliste déjà. Donc elle regrette un peu d'avoir perdu son chéri 70 ans plus tôt et qu'elle a vécu 2 jours. Concrètement. Non, le temps d'un film ça dure bien plus longtemps. Oui, mais concrètement c'est ce qui s'est passé. Enfin ils ont vécu une semaine ensemble, même pas à 3 jours quoi. Et puis bref, mais le grand amour c'est le grand amour, on respecte, il n'y a pas de raison. On n'a pas à faire le cynique jusqu'au bout. Je suis pas très Chris Pine, moi je trouve c'est un acteur assez insipide. Et du coup, moi je l'aime bien. J'étais déçu de Jack qui joue dans le premier. Et bref, j'étais déçu de le voir dans la bande-annonce du 2. Moi je l'aime bien Chris Pine. Sans plus, hein, c'est juste moi il passe, moi il me choque pas. Je le regarde, je fais ok, je l'aime bien. Il a une bonne bouille, il a l'air gentil. Et donc ensuite il y a une archéologue, enfin une personne qui vit dans un musée, enfin qui bosse dans un musée, jouée par j'ai retrouvé tout à l'heure et j'adore en plus cette actrice. Ouais. Elle est bien. Je vais pas retrouver, hein. Je sais bien que je suis incapable de trouver des noms d'acteurs. Je me souviens jamais de son nom non plus. C'est une grande actrice de comédie américaine. Oui, et qui a fait 2-3 rôles vraiment cool. Qui joue dans Ghostbusters. Ouais, malheureusement. Bon, ça c'est triste, mais pour tout le monde. Mes meilleurs amis, si j'écorche pas. Ouais, mais il y a un film un peu plus cool qui est sorti dernièrement. J'ai fait et que j'aime bien. Et j'ai fait oui, c'est vrai qu'elle est là-dedans. Bon bref, je cherche pendant que moi je continue à raconter. Donc cette fille qui bosse dans le musée, on lui donne un caillou et ce caillou en fait est un caillou qui permet d'exaucer les vœux. Là-dessus, on a donc un riche monsieur qui travaille dans le pétrole. Enfin riche non, justement, il est complètement pauvre parce que son affaire est en train de se casser la gueule et qui a entendu parler d'une manière ou d'une autre de ce caillou et décide donc d'aller le voler pour. C'est lui qui l'avait commandé au marché noir. J'ai oublié cette partie-là et qui donc veut le récupérer. Et donc il va le récupérer d'ailleurs et il va s'accaparer le pouvoir de cette roche et devenir lui-même une roche qui exauce tes souhaits. Et c'est quand on exauce un souhait en fait, c'est-à-dire tu donnes un souhait, je veux 1000 cochons d'Inde et lui il te prend quelque chose, d'accord, voici tes 1000 cochons d'Inde mais je te prends ton lapin d'Inde, tu vois. C'est plutôt c'est un bon échange au passage. Déjà il a une bonne idée. En fait c'est un bon méchant déjà je trouve pour le coup parce qu'il est. J'adore Pedro Pascal, j'avoue. Déjà Pedro Pascal est un super acteur et ils l'ont fait de manière on va dire intéressante parce qu'il a une histoire, ses défauts et en même temps il est extrêmement humain comme méchant en fait. C'est un humain qui se laisse pervertir par le pouvoir des souhaits quoi. T'as trouvé du coup? Oui c'est Kristen Wiig. Oui c'est ça. Alors j'ai essayé de voir quel film t'as kiffé. Seul sur Mars. Oui j'aime beaucoup. J'adore Seul sur Mars. Ouais. Enfin, il est sympa. Hein. Oui, je dis pas que c'est un chef-d'œuvre, mais il est très sympa. J'ai beaucoup aimé. 2010. The Feel Good Movie dans l'espace, en mode survival, quoi. Mais ouais, du coup, beaucoup de comédies. Elle a fait La vie rêvée de Walter Mitty. Oui, j'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Comment oublier, c'est un de mes films préférés aussi. C'est vrai? Ouais, j'aime beaucoup. Et Dragon a fait une voix en mode clock, mode d'emploi. Ouais. C'est des comédies. C'est plein de choses. Mais j'aime bien cette actrice. Elle est charismatique de ouf et elle joue bien. Enfin, elle a une âme, quoi, ça se sent. Et elle est bien dans ce rôle-là aussi. Elle est bien dans ce rôle. Même si à la fin ça devient un être numérique. Spoil. On s'en fout. Ouais. Alors, les deux, ils incarnent des grands méchants de l'univers DC. Enfin, des grands méchants, des méchants récurrents. Quand on connaît un peu l'univers DC, du coup, on a. Elle a fait. Je sais jamais son nom. Ouais, c'est ça. Donc c'est une méchante quand on est habitué aux vieux dessins animés, surtout de la Justice League qu'on a déjà vu. Moitié chat, moitié femme. Donc. Ouais, c'est ça. Tigresse, je sais pas. Ouais, ok. Oui, tigresse, oui. Moitié tigre, moitié femme.
En tout cas un truc comme Un ça. cosplay très en vogue. Un cosplay très en vogue depuis le fameux film, le fameux remake de Cats. Ah putain. Non, celui-là, je le regarderai pas. Du coup, voilà. Et en gros, autour de cette pierre, c'est-à-dire qu'il est déjà assez mégalomane de nature, puisqu'en gros, son affaire, c'est un peu toute sa vie. Effectivement, il est séparé, il a un gamin dont il s'occupe un peu mal, parce que voilà, il s'occupe plus de son business. Et le pouvoir de cette pierre, forcément, il veut juste à la base récupérer son affaire marche. Il va avoir les yeux plus gros que le ventre petit à petit et se laisser complètement dominer par ce pouvoir du souhait et aller chercher le pétrole dans le monde entier, puis finalement prendre le contrôle de la présidence, puis voilà, l'escalade absolue vers le pouvoir. Et il va proposer à toute l'humanité à un moment de faire un souhait. Et cette pierre est contrôlée, mais ça c'est dit à un moment dans le scénario, par un dieu olympien, je sais plus lequel c'est, mais c'est le dieu des mensonges et c'est le diable chrétien en gros. Hein. C'est ça. C'est le diable chrétien, c'est en gros il te corrompt en donnant ce qu'il te désire et. Oui, c'est vendre son âme au diable. C'est vendre son âme au diable complètement, ouais. Donc c'est caché derrière un petit vernis olympien, mais on est complètement là-dessus, quoi. On est sur une histoire complètement comics, qui est vraiment dans une veine, ça pourrait être un dessin animé. Et qui va vraiment loin du côté qu'avait le premier film, très réaliste, etc. et qui part. Toi, on parlait du dieu dans le premier film. Et ben là, ça va complètement dans ce sens-là. Et d'ailleurs, c'est pas du tout un film de science-fiction. On fait une émission dessus, mais c'est vraiment, on est dans de la fantasy. Oui, c'est la fantastic fantasy, ouais. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai, généralement, il n'y a pas de gadget un peu futuriste ou de trucs qui te permettent de relaisser la science-fiction, effectivement. Il n'y a même pas du côté Superman où c'est un extraterrestre, etc. Ouais, tout à fait, c'est vrai, je m'étais même pas fait la réflexion. Donc, moi, du coup, pour mon avis un peu général sur le film, j'ai éclaté de rire à des moments, j'ai trouvé ça vraiment très moyen et très vain en soi, et avec ces petits passages obligés, le combat CGI à la fin entre Cheetah et Wonder Woman, qui est filmé dans le noir, qui est pas ouf, un peu comme celui qui était très raté de Venom. Pareil, le combat final de Venom, il est super mauvais, quoi. Mais Venom. Oui, Venom, en soi, non, il y a rien. Non, pareil. Tu vois, je le mettrais sur le même plan qu'un Venom, c'est-à-dire, je m'en fous, en fait, je regarderai jamais plus ça de ma vie. J'en ai marre de ces films, j'en ai ras-le-bol. Et je suis content de pas avoir payé pour aller voir ça, d'ailleurs. Je serais sorti en colère. Ah, de Wonder Woman 1984 ? Ouais, j'aurais été en colère. Je sais pas, ouais. Moi, j'avoue, quand je vais voir des films comme ça, putain, le gros snob, j'en attends pas beaucoup plus que ce que donne Wonder Woman 1984, finalement. C'est pour ça que j'arrive à m'en contenter, parce que j'en réclame pas beaucoup plus. Vraiment, je préférais que ce soit un meilleur film, mais il y a des choses à prendre, il y a des choses à manger dedans, et je les accepte. Il y a des choses intéressantes, je veux dire. Ouais, non, on voit pas, mais je fronce les sourcils pendant qu'il parle parce que je réfléchis, en fait. Ouais, il y a le méchant, joué par Pedro Pascal, franchement, je le trouve cool. Il est à fond, il cabotine à la fin, par contre. À la fin, alors là, il est en full cabotinage, alors là, il lâche tout. Mais ça va avec le personnage, qui cabotin, qui fait des pubs télé à la base, un peu à la con, donc. Puis même l'univers, tu vois, qu'il propose, qui est du coup beaucoup plus pop et vraiment comics, il faut qu'il cabotine, c'est comme ça, tu vois, dans ce genre. On est dans du dessin animé presque. Ouais. Moi, c'est comme ça. Moi, si ça serait bien passé ce truc-là en dessin animé, parce que mine de rien, j'ai pas vu esthétiquement de choses qui j'ai fait, cette scène est belle, cette idée de mise en scène, d'esthétique, de jeu de lumière, de chef-op et compagnie. J'ai rien vu qui m'a fait, c'est chouette. Il y a peut-être c'est pas très compliqué de faire une bonne soundtrack avec la musique des années 80. Ouais, je crois que tu parlais de la musique d'Hans Zimmer là qui passe, Ce mec, contrairement au premier où il avait ce thème un peu cool, mais là on s'en fout. À une époque, il faisait des bonnes musiques, Hans Zimmer, mais j'ai l'impression que ça fait longtemps qu'il a rien proposé d'extraordinaire. Ouais, après il faut voir son cahier des charges, s'il fait plus trop de trucs ultra artistiques, j'ai le sentiment avec de vrais réalisateurs qui va travailler un vrai truc. Là, c'est des trucs de commande. On donne musique de super-héros, il prend son piano et puis il compose 3 thèmes, il fait voilà quoi. Ouais, et il recycle des trucs, j'ai l'impression. Il y a des moments où il recycle des musiques un peu, ouais. Déjà, il recycle le thème, ok. C'est le seul moment d'ailleurs où je me suis dit, il y a de la musique sympa là.
Ah oui, c'est le thème de base. Ouais. Non, le thème est bien. Le thème original de Wonder Woman, la reprise de ce film est plutôt cool. Il y a qu'est-ce qu'on peut citer aussi dans ce film-là qui était intéressant. C'est marrant, à la fin il y a un petit caméo de l'actrice. Oui, Linda Carter à la fin, ouais. Sympatoche. Bon, voilà. Okay, apparemment, c'est censé avoir une importance dans le futur, enfin qu'elle reviendra. Enfin, j'ai lu ça, je sais même plus où, donc c'est pas une source que je source. D'accord, c'est pas une source que tu sources. Ouais, moi dans le film, ce qui m'a plu, comme je disais, c'est ce côté un peu où ils se laissent aller dans leur histoire, où ils se disent bon, et on va arrêter d'être réaliste, on va carrément partir dans un délire too much. Et il y a un délire too much et je trouve que ça change finalement. Ouais, mais il avait plus réussi dans Aquaman. Oui, non. Aquaman, il avait vraiment lâché James Wan, il avait vraiment lâché les ballons, fait bon, on va le faire, votre film, vous voulez voir une guerre sous-marine, là j'avais fait, c'est vraiment aller loin dans le bon sens, dans le sens où c'est vraiment. Ils assument. Oui, c'est ça, c'est Lovecraft, tu vois. Enfin, tu vois, c'est vraiment des monstres immenses qui se mettent. Enfin, c'est ultra généreux, quoi. Et là, surtout, pardon, je te coupe. Par rapport à Marvel, un truc qui fait plaisir, c'est que ils sont beaucoup moins cyniques dans ce qu'ils proposent dans le film. Tu vois, le film est moins cynique sur son propre univers. Ils sont pas là genre en mode, c'est vrai que c'est ridicule ce qu'on fait là. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, Marvel, effectivement, le côté se moquer des costumes, enfin, ou revenir dessus pour dire oui, on a bien conscience que ce costume est un peu une petite réplique d'un autre personnage en mode ouais, c'est bon, nous film, on sait que ça fait un peu ridicule. Ouais. Bah non, là oui, il y a une femme qui manie un lasso magique, etc., où elle peut attraper des éclairs. Ça, c'est peut-être le moment où je fais tiens, c'est cool ça. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression de voir autre chose, quoi. Elle se met à presque voler. Donc, tu vois, il y a vraiment, ça retrouve un peu, parce que le Wonder Woman vole dans pas mal de versions aussi de comics. Je savais pas du coup, ouais. Alors là, elle vole pas vraiment, mais presque. Enfin, c'est quasi, elle vole, mais elle attrape un avion. Elle attrape un avion puis des éclairs pour se propulser, bon, et des nuages aussi. En tout cas, ce qui m'a vraiment sorti du truc, et pour revenir dessus, c'est parce qu'on arrive sur la fin de l'émission. Alors, je sais pas si je recommande vraiment, si je recommande ou pas. C'est la série The Boys. Tu l'as vu, toi, Nico ? Bien sûr, oui. Ouais, t'en as pensé quoi ? Moi, j'aime bien la série The Boys. La saison 2 est beaucoup moins bonne, mais logique dans son développement, et puis elle suit aussi les comics. Ouais. Mais elle est un peu plus inégale, mais il y a des choses que j'aime beaucoup aussi dans la saison 2, comme le nouveau personnage. Je trouve qu'il était plutôt réussi et assez malin. Ouais, c'est une série que j'aime bien. Elle est premier degré aussi, puis elle est originale. J'aime bien les comics, et ça me faisait plaisir de voir une série pas trop ratée sur le sujet. Ok. Moi, je suis extrêmement mitigé, c'est-à-dire que ça va, en gros, moi, je trouve que le souci de cette série, donc The Boys raconte l'histoire de super-héros, en fait, qui sont produits par le capitalisme et et dont un groupe de rebelles va essayer de leur faire la peau, mais c'est des super-héros, donc ils sont plus ou moins intuables par un être humain basique. Et voilà, et là-dessus, un petit jeu de pouvoir qui se met en place entre super-héros, la boîte qui les gère, les rebelles et puis d'autres personnages un peu secondaires. Pas mal résumé, hein. Oui, très bien. J'avais pas tout préparé en plus. Du coup, parce qu'il y a peu de temps, du coup, là, je suis à fond. Et alors, mon problème, elle est ultra violente, c'est gore. C'est-à-dire que ça a des moments, elle s'amuse à être gore. Et je trouve que c'est un de ses défauts, c'est-à-dire que c'est un peu comme Kick-Ass, c'est gore pour être gore. C'est moins gore que le comics, hein. Ok, ça je veux bien le croire, hein. Mais tu vois, mais c'est juste, elle s'amuse à, oui, bien sûr, c'est moins gore, mais pour une série, elle s'amuse à foutre du sang, des tripes et des trucs absolument dégueulasses dès qu'elle le peut, ou des opérations un peu sales. Et voilà, mais c'est un gore qui raconte rien. Alors, je vais pas dire que le gore est là pour raconter quelque chose, mais c'est juste parfois pour faire des effets gore, pour faire regardez ma série comme elle est transgressive, on montre des trucs qu'on montre pas d'habitude, et on est terrible, on dénonce trop. Deux, elle dénonce avec des sabots de ouf, elle dénonce mal, elle dénonce certes, mais il y a des gens qui font trop la série, qui dit trop des trucs sur notre société. Ouais, avec des gros, mais vraiment, genre surlignés au feutre, entourés avec des bulles, des infobulles qu'ils ont. Ouais, regarde là, tu vois bien là que c'est le méchant capitalisme, hein, tu comprends. Donc voilà, les gens, c'est juste, les gens ils ont l'impression de vraiment d'être marxistes parce qu'ils regardent cette série, quoi. Pour les ados, le message. Ouais, c'est grossier, vraiment grossier. Donc c'est mon problème avec cette série. C'est deux principaux problèmes. Le mais c'est que forcément il y a une partie que j'aime bien et c'est la partie qui ressort du comics, donc que je n'ai pas lu, mais je me doute que ça vient complètement de là, et donc du coup ça fera un petit fil rouge. Je suis content d'arriver là-dessus, sur la fascisation des héros, en fait.
voilà, là on a des héros très humains qui sont complètement des produits et qui vont en profiter et qui sont surhommes et on va valoriser le surhomme et raconter des storytelling derrière, leur créer tout un tas de choses pour les rendre et c'est juste du foutage de gueule x25. Et c'est pour ça qu'en regardant des extraits du premier Wonder Woman, j'avais l'impression de regarder les acteurs, l'actrice de The Boys qui joue Wonder Woman bis quoi, là-dedans où elle se retourne, elle fait oui, non, il faut les aider, enfin, et je faisais ah putain, mais ça m'a vraiment, enfin voilà. Donc cette série je l'aime pas trop parce que je trouve qu'il y a des couleurs dialogues, parfois c'est très chiant pour 10 épisodes, parfois c'est trop long. Ils arrivent à être trop longs sur une saison de 10 épisodes quoi les gars. C'est ce que je reproche quand on regarde les séries aujourd'hui donc si bien que j'aime pas trop cette série parce qu'elle m'énerve, elle se veut transgressive, révolutionnaire et l'esthétique un peu folle des séries d'aujourd'hui, mais c'est pas réussi je trouve. Mais je trouve qu'elle donne un regard un peu sur le super-héros qui tape un peu dedans, j'aime bien. Il y a mieux sur le sujet pour moi, de ouf. C'est Watchmen. La série Watchmen. Ah oui, qui traite du sujet. Film, on n'a plus le temps en plus. Ou Watch the Watchmen, bref. Ouais. Tout la BD et la série, là, la récente, qui est un chef-d'œuvre en série. Enfin, moi j'adore. Ah oui, c'est une des meilleures trucs qui est sorti des 5 dernières années. Et qui parle un peu de ça aussi. Ouais. Et on pourrait parler sinon du film Super. Bien sûr, de James Gunn. De James Gunn, du coup, qui avec Dwight. Qui là, on a vraiment notre vision de super-héros. Ça y est, on va devoir quitter l'antenne de Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios. Bon, on a tenu sur Wonder Woman en faisant des digressions tout à fait. En parlant 20 minutes. C'est ça, sur les 40. Non, c'est bien, on a parlé du cinéma, notre opinion sur plein de trucs, c'était bien. On ne se retrouve pas la semaine prochaine. Et non. Parce que je pourrais pas être là, du coup, vu que je m'occupe de la technique. Je serai au Hall de la Martinière, juste derrière, à gérer un live Facebook pour la crêperie Madame Anne au Hall de la Martinière, qui fait donc la Chandeleur. Et donc, c'est un live avec des invités, des produits bio, locaux et et plein de super gens qui font de la super bouffe. Voilà. Donc, je pourrais pas être là. Et il y aura, même si on est confiné? Oui, carrément. Bah oui, c'est un Facebook Live du coup. Nous, on sera, moi, je serai en technique à l'intérieur des halles et compagnie. Les gens pourront pas rentrer, bien entendu, mais on pourra regarder ça où? Sur à partir de la page Facebook de Madame Anne. Alors, je dis ça, personne ça rappellera. Crêperie Lyon, Halle de la Martinière. Voilà, donc ça sera en live et on prépare un joli programme. Donc voilà. Donc on se retrouvera le 8 février. Pour de nouvelles aventures et on verra ce qu'on fera du coup, si on peut venir, si on n'est pas enfermé chez nous quoi. Il y a tout ça qui joue. Eh ben, tenez le coup. Ouais, tenez le coup, plein de courage, à dans 2 semaines et c'était super sur Radio Canu 102.2, la plus rebelle des radios.